Bonjour à tous, chers auditeurs de Lex Radio, et bienvenue dans ce deuxième épisode passionnant sur le droit de la famille. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet crucial, la garde des enfants en cas de séparation. Dans cet épisode, nous plongerons au cœur des questions liées à l'autorité parentale, à la fixation du lieu de résidence des enfants et à la participation financière des parents à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un sujet complexe et délicat qui touche de nombreuses familles et nous avons la chance d'avoir avec nous un expert en la matière, Maître Jacques Even. Maître Even nous éclairera sur les aspects juridiques de ces questions et nous fournira des informations précieuses pour mieux comprendre les enjeux et les démarches à suivre dans de telles situations. Sans plus attendre, je vous invite à écouter attentivement notre invité du jour, qui nous guidera à travers ce labyrinthe juridique afin de mieux saisir les nuances de la garde des enfants en cas de séparation. Maître Even, merci de nous rejoindre aujourd'hui et de partager votre expertise avec nos auditeurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais en effet évoquer la garde des enfants en cas de séparation. La loi pose le postulat selon lequel la séparation des parents ne doit pas avoir de conséquences sur les relations qu'ils entretiennent avec leurs enfants. Facile sur le papier, mais parfois très difficile dans la vie quotidienne. C'est de ce postulat qu'on a déduit qu'il fallait privilégier la résidence en alternance au domicile des parents. La première mesure concerne l'autorité parentale. Elle est de droit exercée conjointement entre les parents à partir du moment où ils ont tous les deux reconnu l'enfant dans l'année qui a suivi sa naissance. Le juge ne fait alors que la constater, sauf à priver un des parents de son exercice, ce qui n'empêchera pas que l'autre soit tenu de l'informer. Cela peut notamment être le cas lorsqu'il existe une interdiction de contact entre les parents, suite à des violences conjugales par exemple, ou lorsque l'un des parents est mis en cause dans des faits répréhensibles commis sur l'enfant. Lorsque l'un des parents n'a pas reconnu l'enfant dans l'année qui a suivi sa naissance, cela ne veut pas dire qu'il est privé de l'exercice de l'autorité parentale, mais le juge doit alors prononcer et non plus constater l'exercice conjoint. Les parents peuvent également faire une déclaration conjointe en ce sens auprès de l'officier d'état civil. Lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale, ils doivent prendre ensemble toutes les décisions relatives à l'éducation de leur enfant. La seconde mesure relative aux enfants concerne la fixation de leur lieu de résidence. Comme on l'a déjà indiqué, autant que possible, il convient de privilégier la résidence en alternance. La plus fréquente consiste à ce que l'enfant passe une semaine au domicile d'un de ses parents et la semaine suivante au domicile de l'autre, mais la loi n'impose pas ce rythme. Si les domiciles des parents sont trop éloignés, ou que le domicile d'un des parents ne permet pas d'accueillir les enfants, ou parce que son poste de travail ne lui permet pas, ou parce qu'il a démérité dans son rôle de parent, il convient de fixer la résidence de l'enfant au domicile d'un des parents et de prévoir des périodes d'hébergement ou de visite au domicile de l'autre. La liberté est le principe, et les parents doivent pouvoir s'entendre sur l'organisation. Cependant, il est préférable de fixer un cadre juridique en cas de désaccord. Le cadre juridique classique consiste en un droit de visite et d'hébergement, un week-end sur 2, puis la moitié des vacances scolaires. Lorsque des périodes de résidence sont accordées, l'autre parent a l'obligation de présenter l'enfant. En revanche, le parent bénéficiaire n'a aucune obligation de le prendre. C'est pour cette raison qu'il est prévu des durées au-delà desquelles il est censé avoir renoncé à l'exercice de son droit, qui en général sont d'1 heure à l'occasion des hébergements de fin de semaine et d'1 journée à l'occasion des hébergements pour les vacances scolaires. En dehors des périodes fixées, il ne peut pas contraindre l'autre parent à lui remettre l'enfant. L'enfant, quant à lui, doit se conformer à la décision de justice jusqu'à sa majorité. Avant sa majorité, il doit être informé par ses parents qu'une procédure le concernant est en cours devant un juge ou que ses parents divorcent par consentement mutuel. Il peut alors demander à être entendu par le juge, ce qui aura pour effet
dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, de le judiciariser. À partir du moment où il en fait la demande, son audition s'impose au juge, sauf à ce qu'il considère qu'il n'a pas atteint la capacité de discernement. Quel que soit son âge, le souhait qu'il émettra, alors, quant à ses relations avec ses parents, ne s'imposera pas au juge qui prendra sa décision au regard de l'ensemble des éléments que lui remettront les parents. La troisième mesure concerne la participation financière des parents à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La plupart du temps, elle prend la forme d'une pension alimentaire. L'attention doit être attirée sur le fait que, même dans le cadre d'une résidence en alternance, une contribution financière peut être mise à la charge d'un parent au bénéfice de l'autre. Le but recherché est de maintenir autant que possible un niveau de vie convenable au domicile des deux parents. À partir du moment où une pension est fixée, elle doit impérativement être réglée sans possibilité de la compenser avec une dépense, achat de vêtements ou nourriture par exemple, ou une dette. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, la pension est réglée par le biais de la caisse d'allocation familiale par le mécanisme de l'intermédiation financière évoqué lors du précédent podcast. La pension alimentaire est fixée en fonction des situations financières des parents et des besoins de l'enfant. Elle est également fixée en fonction de la fréquence à laquelle le parent à qui elle incombe voit l'enfant, puisqu'il sera plus ou moins à la charge de l'autre parent, garde alternée, droit de visite et d'hébergement classique ou droit restreint. L'ensemble de ces mesures peuvent être le fruit d'une convention parentale ou d'une décision judiciaire. La convention parentale peut être l'aboutissement d'une médiation, soit conventionnelle, c'est-à-dire dont le processus a été décidé par les parties avant toute action judiciaire, soit judiciaire, c'est-à-dire à laquelle les parties ont été invitées après avoir saisi le juge. Dans tous les cas, la convention devra être soumise à l'homologation d'un juge pour qu'elle puisse servir dans le cadre d'un recouvrement par un commissaire de justice. Merci pour cette intervention. Une question, est-ce que si l'un des deux parents se voit dans l'incapacité de pouvoir payer une pension alimentaire à l'autre parent, est-ce que cela lui empêche de voir son enfant ? Pas du tout. Autant la fréquence du droit de visite et d'hébergement a une incidence sur le montant de la pension alimentaire, autant si le parent n'a pas les moyens de payer une pension alimentaire, il doit pouvoir voir malgré tout son enfant. Et si l'un des deux parents a une incapacité physique ou psychologique ou psychiatrique, est-ce que l'autre parent peut s'opposer à ce qui est un droit de visite ayant peur de tel ou tel comportement ou attitude ? Tout à fait. Nous avons évoqué tout à l'heure le droit de visite et d'hébergement classique. Il peut malheureusement avoir des visites moins importantes et notamment des visites en lieu médiatisé où l'enfant sera en présence d'un tiers pour permettre aux parents d'être rassurés. Merci beaucoup pour vos réponses et à très bientôt pour un 3e épisode. Merci.